Sophie, on va essayer encore une fois à partir de la 3e note. Et s'il te plaît, laisse ta main gauche un peu plus souple. Alice guidait la petite fille avec douceur, mais sans renoncer à la fermeté. Elle couvrit délicatement la petite main de l'enfant avec la sienne, l'aidant à placer ses doigts sur les touches du vieux piano de l'école. Imagine que ce ne sont pas seulement des notes, mais des gouttes de pluie. Elles tombent doucement, sans briser la vitre. Concentrée, la petite fille se mordit la lèvre, hocha la tête et leva les mains au-dessus du clavier. Cette fois, la mélodie de Chopin coula plus pure, sans cette dureté hachée d'avant. Alice Dubois, ou Lise, comme l'appelaient les plus proches, était épuisée, mais elle sourit sincèrement. L'école d'art du quartier était depuis longtemps devenue une seconde maison pour elle, et, certains jours, elle semblait même être la première. Le salaire de professeur de musique suffisait à peine pour le strict nécessaire. Chaque saison froide, il fallait calfeutrer avec du papier journal les fentes des fenêtres en bois de la salle, mais ces heures, passées avec les enfants devant l'instrument, restaient son seul repos de l'âme. Les élèves lui rendaient la même chose, une dévotion inconditionnelle, presque animale. En dehors de cette petite salle, sa vie semblait être une machine complexe, fonctionnant à la limite. Presque 30 ans de mariage avec Richard. La grave maladie de sa mère, Madame Duval, qui après un grave infarctus ne pouvait pas rester longtemps seule dans son fauteuil roulant, et le vide pesant de cette pièce qui avait été prévue un jour pour devenir une chambre d'enfant. Quelques années auparavant, ils avaient perdu un bébé. À cette époque, les médecins, cachant leurs yeux derrière les dossiers, avaient rendu leur verdict. Les chances d'une nouvelle grossesse étaient presque nulles. Dans ce moment difficile, son mari avait été proche, lui avait pris la main, avait payé les meilleurs spécialistes, avait prononcé les mots justes, mais peu à peu, jour après jour, un mur invisible et muet avait grandi entre eux. Il s'enfonçait de plus en plus dans le travail. Son poste exigeait un dévouement sans relâche. Les voyages interminables avaient commencé. À son retour, Richard n'apportait avec lui qu'un silence irrité. Lise excusait tout par le stress. Elle avait toujours eu l'habitude de chercher des justifications pour les autres, trouvant un soulagement en prenant soin de celui qui, dans sa tête, traversait quelque chose de pire. Le matin précédent, un autre voyage fut précipité. Le vol partait trop tôt. Dehors, l'aube grisâtre pointait à peine. Elle était dans la cuisine, enveloppant dans du papier aluminium, avec des gestes automatiques, un sandwich maison. Son mari détestait la nourriture d'avion. Les fermetures des valises claquèrent dans le couloir. « Je l'ai mis dans la poche extérieure, dit-elle en s'approchant de lui. Dès que tu arrives, appelle-moi, s'il te plaît, et ne bois pas trop de café à jeun. » Richard était devant le miroir, ajustant le col de sa chemise. Il se retourna et sourit. C'était ce sourire protocolaire, celui qu'il réservait habituellement à ses partenaires commerciaux. Il n'y avait aucune chaleur, juste la géométrie exacte des lèvres. « Bien sûr, Lise, je t'appelle dès que j'atterris. » Il se pencha pour le baiser d'adieu, mais à cet instant, le silence de l'appartement fut déchiré par la sonnerie du portable. Son mari s'écarta aussitôt, jeta un coup d'œil à l'écran et son visage changea de manière presque imperceptible. Il devint tendu, durci. « J'arrive, dit-il au téléphone sans même saluer. Il raccrocha. Attrapa sa valise. C'est bon, tout est à la hâte. Le chauffeur attend. La porte se referma avant qu'Alice ne puisse répondre. Elle suivit la serrure des yeux alors qu'elle se fermait et ressentit une vague piqûre d'inquiétude. Puis elle se retourna. Sur le meuble à côté du miroir. Un métal brillait de façon mate, sa montre préférée, sans laquelle Richard ne descendait même pas pour aller à la boulangerie. La décision vint en un clin d'œil. Alice attrapa la montre, son portable, mit son manteau à la hâte et commanda une voiture par application pour l'aéroport. L'écran afficha que le chauffeur arriverait dans quelques minutes. En sortant de l'immeuble dans l'humidité glaciale du matin, elle vit 2 berlines argentées identiques de la même application. Sans perdre plus de temps, car chaque minute comptait, elle voulait rattraper son mari avant l'enregistrement. Alice tira la poignée de la voiture la plus proche et s'installa sur le siège arrière. « S'il vous plaît, à l'aéroport le plus vite possible, dit-elle, essoufflée.
Le chauffeur, un homme robuste avec une veste foncée, hocha la tête sans se retourner et conduisit calmement la voiture hors de la rue. Ce n'est que lorsqu'ils entrèrent sur l'avenue que sa respiration commença à se calmer. Elle regarda autour d'elle. La voiture sentait le café fort et la vanille. Au dos du siège avant, il n'y avait pas cette poche publicitaire qu'elle avait vue du coin de l'œil sur la photo de l'application. Alice fronça les sourcils, prit son portable. Sur l'écran, il clignotait. Le chauffeur vous attend à l'adresse. Un frisson lui remonta le dos. Elle s'était trompée de voiture. Alice se pencha en avant, prête à s'excuser et à demander qu'il s'arrête. Mais à ce moment-là, la voiture fut envahie par un appel mécanique et fort. Le chauffeur appuya sur le bouton de l'oreillette. « Allô, j'écoute, dit-il d'une voix grave et calme. Voyage de Marianne. Confirmez l'embarquement. La voix de la centrale crépita dans le haut-parleur. Passagère Marianne dans la voiture, en route pour l'aéroport. Terminal d'embarquement. Alice resta glacée. Attendez. Sa voix sortit tremblante au-dessus du bruit du moteur. Je ne suis pas Marianne et j'ai besoin d'aller à l'aéroport. Je crois que je me suis trompée de voiture, là devant ma maison. Le chauffeur jeta un coup d'œil rapide dans le rétroviseur et ses sourcils se levèrent de surprise. Il parla sèchement à la centrale. Un instant, il y a un problème ici. Et il se gara le long du trottoir. Excusez-moi. Il se tourna vers elle en retirant son oreillette. Il semble qu'il y ait eu un problème avec la carte. Le système a pris l'adresse uniquement par la localisation du téléphone portable de la cliente, directement à sa porte. Mais la passagère elle-même, selon l'enregistrement, devait partir d'un quartier très différent. Regardez ici. Le chauffeur lui tendit sa tablette de travail. Alice baissa le regard par réflexe et le monde autour d'elle perdit ses contours pendant une seconde. Dans le champ qui a commandé le voyage, apparaissait un profil lié à la carte familiale. Nom, Richard Dubois. Passagère, Marianne R. La destination correspondait exactement à la sienne, le terminal d'embarquement de l'aéroport. Richard n'avait pas voyagé seul, il avait payé le voyage au même endroit pour une femme inconnue et l'heure de son départ croisée à la minute près avec le sien. L'air à l'intérieur de la voiture devint soudain dense, presque irrespirable. Le sang lui battait aux tempes. Son mari, qui venait de partir pour l'aéroport, avait commandé une autre voiture pour une femme nommée Marianne et l'avait certainement payée avec le compte familial. Et dans la précipitation du matin, il avait appuyé automatiquement sur appeler à l'emplacement actuel, envoyant la voiture à sa propre maison au lieu de l'appartement de cette Marianne. Arrêtez. Je veux dire, ouvrez la porte, s'il vous plaît, murmura Alice, sentant la nausée lui monter à la gorge. Elle serra son sac contre sa poitrine. Le chauffeur regarda attentivement son visage pâle et dans ses yeux, il n'y avait pas l'indifférence habituelle d'un chauffeur d'application, mais la compréhension de celui qui sait voir la douleur d'autrui. Vous êtes très pâle. Ne serait-il pas mieux que je vous emmène à l'aéroport quand même, proposa-t-il, en contactant sans facturer. De toute façon, je vais de ce côté-là. Et ma cliente, ce voyage est déjà perdu de toute façon. Ils vont l'annuler. Il ne s'agit pas de rester ici dans cet état. Alice n'eut pas la force de discuter. Elle acquiesça en silence, posa sa tête et ferma les yeux. Ils partirent. Pour combler d'une manière ou d'une autre le silence pesant, le chauffeur parla le premier. « Je m'appelle Ellie, dit-il, les yeux sur la route. Ne vous inquiétez pas, j'ai des quarts à l'atelier, 2 jours de travail, 2 de repos, et pendant mes repos, je gagne de l'argent supplémentaire avec l'application, donc de temps en temps, j'ai du temps libre pendant la journée. » Alice ouvrit les yeux. La manière simple et sans affectation de cet homme avait un effet apaisant. Alice répondit à voix basse. « Alice, et pourquoi tant de travail ? On dirait que vous ne dormez même pas. » Ellie esquissa un sourire triste en passant la main sur le volant. « Je dors parfois. Je dois élever ma fille. Maëlle a 12 ans. Ma femme est partie il y a 3 ans. Le cancer. Ça l'a emporté en quelques mois. Maintenant, c'est Maëlle et moi contre le monde. Activité, école,
Professeur particulier. Vous savez ce que c'est? Alice regarda le chauffeur d'un autre œil. Derrière ses larges épaules et son visage fatigué se cachait une tragédie qui, étrangement, faisait écho à sa propre douleur qui ne la quittait jamais. La conversation coula d'elle-même, légère, comme s'ils étaient de vieilles connaissances en chemin. Ellie racontait les maladresses qu'il faisait pour préparer le petit déjeuner de sa fille. Alice partageait des histoires de l'école de musique. Pour la première fois depuis longtemps, elle se surprit à sourire, les yeux mi-clos, non par politesse, mais vraiment. Les structures de verre de l'aéroport apparurent trop tôt à l'horizon. Ellie commença à ralentir en se décalant sur la voie de droite. Soudain, il fronça les sourcils en tambourinant des doigts sur le volant. « Excusez-moi », Liz hésita-t-il en cherchant ses mots. « Je crois que j'ai déjà vu quelque part l'homme sur la photo de votre portable quand vous avez déverrouillé l'écran. Il y avait un homme en fond d'écran. C'est votre mari ? » Oui. Alice sourit de nouveau, bien que l'inquiétude en elle levât de nouveau la tête. Il l'a peut-être déjà emmené. Il voyage beaucoup pour le travail. Ellie acquiesça lentement, mais le pli entre ses sourcils ne se détendit pas. Son visage resta pensif, comme s'il hésitait à dire quelque chose de plus. Finalement, il resta silencieux, rangeant doucement la voiture dans la zone d'embarquement. Après avoir remercié, Alice se dirigea rapidement vers le terminal. La lourde montre de Richard lui tirait la poche de son manteau. Sur le panneau électronique brillait l'information. L'enregistrement de son vol était déjà fermé. Elle balaya la foule du regard jusqu'à apercevoir une silhouette connue avec un manteau gris derrière la vitre de la zone d'inspection. Richard était de profil par rapport à elle. Alice poussa un soupir de soulagement, leva la main prête à l'appeler, mais s'arrêta au milieu du geste. Une inconnue s'approcha de son mari. Une brune a coupé le souffle, grande, d'une trentaine d'années avec une gabardine chère. Richard se tourna vers elle et son visage s'illumina d'un sourire. Pas le masque froid qu'il avait mis le matin dans la cuisine, mais une joie vive, pétillante. D'un geste intime, il lui prit un petit sac de voyage. La femme dit quelque chose en lui effleurant à peine l'épaule et les deux rirent d'une blague que seul comprenait. Le langage des corps criait pratiquement une proximité impossible à feindre. La main d'Alice tomba sans force. Sa tête tentait désespérément de monter une ligne de défense. C'est une collègue. Ils voyagent sûrement ensemble pour le travail. La Marianne de la voiture est une coïncidence et tout cela est un énorme et stupide malentendu. Mais le cœur savait déjà la vérité. Alice resta là, paralysée, incapable de bouger, tandis que Richard et cette femme, conversant animément, disparaissaient dans le virage en direction des portes d'embarquement. Le chemin du retour sembla une immersion dans un brouillard dense et obscur. Alice ne se souvenait pas comment elle était rentrée chez elle. Elle ne voulait qu'une chose, fermer la porte derrière elle, se blottir dans son lit et essayer de reconstituer le monde qui s'effondrait. Mais le destin, apparemment, considéra que les épreuves du jour n'étaient pas encore suffisantes. À peine ouvrit-elle la porte de l'appartement qu'Alice sentit l'odeur du plâtre mouillé. Dans le couloir résonnait le bruit monotone et terrifiant de gouttes tombant. Elle alluma la lumière et fut coupée dans son souffle. Du plafond en plâtre du couloir coulait de l'eau. Dans le salon, la situation était encore pire. Sur le coûteux papier peint pour lequel ils avaient économisé 6 mois, s'étendaient des taches jaunes et laides. Alice courut dans les coins, essaya de placer des seaux tout en composant le numéro des voisins du dessus. Hors service. L'appel suivant fut à l'assurance. L'opératrice écouta le récit entrecoupé et tremblant. Elle tapa un bon moment et lâcha ensuite d'un ton protocolaire et apprit par cœur. Votre rapport a été enregistré, seulement, comme les responsables refusent de répondre, une expertise indépendante sera nécessaire. Les démarches et le remboursement peuvent prendre de 2 à 3 mois. D'ici là, vous devrez prendre en charge la réparation des dommages par vos propres moyens et vous serez ensuite remboursé. Son téléphone lui glissa des mains mouillées. Les larmes qu'Alice avait retenues toute la matinée éclatèrent finalement, secouant son corps de sanglots muets. 1 heure plus tard, alors qu'Alice, avec le plombier qu'elle avait appelé, évacuait l'eau, le téléphone sonna. C'était le directeur de l'école de musique.
Alice, bonjour. Sa voix forte habituelle sonnait coupable et éteinte. Asseyez-vous, j'ai une mauvaise nouvelle. La commission du ministère de la Culture révise les horaires et réduit nos charges. Alice ferma les yeux, sentant sa tête tourner. Qui fut la seule chose qu'elle réussit à demander. Je me bats pour chacun, soupira le directeur, Monsieur Georges, mais ils ont posé une condition difficile. La charge complète et les gratifications ne sont maintenues que pour les professeurs dont les élèves montrent un niveau élevé au prochain concours d'État. Les autres passent au salaire de base. Mi-temps. Nous avons 3 semaines. C'est bon, on y est, pensa Alice. Maintenant, sa vie dépendait de la capacité des enfants épuisés à jouer impeccablement et cela signifiait des répétitions sans fin, des heures supplémentaires à l'école, l'épuisement du système nerveux, le sien et celui des élèves. Et la nuit, lorsque l'appartement était déjà devenu une caverne froide et humide avec une odeur de moisi, un appel de sa mère arriva. Madame Duval respirait difficilement, avec un sifflement dans la poitrine. Lise, ça me brûle ici à la poitrine et j'ai le bras gauche engourdi. La peur, froide et collante, repoussa instantanément tout le reste, oubliant le mari traître, l'appartement détruit et la menace de licenciement. Alice s'élança à travers la ville. L'ambulance arriva rapidement, mais les médecins furent inflexibles. Suspicion d'un nouvel infarctus. Hospitalisation d'urgence. Aux urgences régnait le chaos habituel. Odeur d'antiseptique, gémissements, infirmières allant et venant. Alice, pâle comme un linge, était au comptoir d'enregistrement, essayant de remplir de ses mains tremblantes les formulaires de consentement à l'hospitalisation pendant qu'on examinait sa mère en salle d'urgence. Alice se retourna. Devant elle se tenait Ellie. Le chauffeur tenait une pile de fiches médicales. À côté de lui, sur un banc, appuyé avec force sur une canne, était assis un homme âgé, incroyablement ressemblant à lui. Ellie, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai amené mon père. Sa tension est montée en flèche, expliqua-t-il. À ce moment-là, une infirmière de garde sortit d'une salle de soins et appela l'homme âgé pour lui faire un électro. Sûre que son père était entre de bonnes mains, Ellie se retourna et évalua rapidement l'état de la passagère. Yeux rouges, mains tremblantes. Ne posez pas trop de questions. Il s'approcha, avec fermeté mais tact, lui retira la plume de la main. Dictez-moi les données. Dans l'état où vous êtes, vous écririez même votre propre nom de famille de travers. Et sa présence agit comme une bouée de sauvetage. Tandis qu'Alice tentait de gérer sa panique, Ellie l'aida rapidement avec les papiers. Il parla au médecin de garde en utilisant son propre charisme et aida même à transférer Madame Duval sur une civière pour l'emmener en cardiologie, quand il fut clair qu'il manquait un brancardier. Le diagnostic ne fut pas confirmé. Ce fut une crise d'angine très forte, mais ils gardèrent la mère en observation. Sûr que son père était également stabilisé, et déjà dans une chambre, les deux sortirent dans la rue. L'air de l'aube brûlait les poumons. Je vous ramène chez vous, dit Ellie d'un ton qui n'admettait pas de refus. Je n'accepte pas encore, point. À l'intérieur de la voiture, il y avait une pénombre accueillante. La tension d'une journée démente commença peu à peu à relâcher les muscles. Merci, dit Alice à voix basse, regardant passer les poteaux. Vous avez été mon ange gardien aujourd'hui. D'abord ce matin, puis ici. Les coïncidences n'existent pas, répondit le chauffeur philosophe. Il fit une pause, comme s'il se décidait. Vous savez, Lise? Je ne vous ai pas tout dit ce matin. J'ai vu votre mari il y a un mois. Je l'ai emmené. Et je veux dire, je l'ai emmené lui et une brune. Pardonnez-moi, je ne devrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais quand j'ai vu votre regard ce matin, j'ai compris que vous n'avez aucune idée. Les mots ne tombèrent pas comme un coup de choc, mais plutôt comme la constatation d'un fait pour lequel Alice, intérieurement, était déjà prête. Elle se couvrit le visage de ses mains. Aucune larme ne vint, aucune crise, seulement un vide dans l'âme. Et vous avez dit que votre fille aimait la musique, changea-t-elle soudain de sujet, ne voulant pas s'enfoncer dans ce trou. Maëlle, n'est-ce pas? Oui, elle est folle du piano. Mon Hélène jouait, mais maintenant l'instrument reste là à prendre la poussière. Un professeur particulier coûte une fortune.
Pour l'instant, je ne peux pas me le permettre. Amenez-moi l'enfant à l'école. Je lui donne des cours gratuits. Alice se tourna vers lui et sa voix sortit plus ferme. Ellie freina brusquement au feu rouge. Je ne peux pas accepter cela. Vous avez déjà tant de choses sur les bras avec votre mère. Ellie, vous m'avez sauvé 2 fois aujourd'hui du désespoir. Alors, laissez-moi faire au moins quelque chose pour vous. La musique, apparemment, est la seule chose avec laquelle je peux vous rendre l'appareil, s'il vous plaît. Il regarda ses yeux têtus et fatigués, après une longue pause, acquiesça lentement. Et au même instant, à des centaines de kilomètres de l'appartement inondé et des couloirs d'hôpital, une voiture de luxe se gara devant un condominium de luxe. Richard paya le chauffeur, attrapa sa valise et entra avec aisance dans l'immeuble, passant devant le portier qui le salua avec respect, comme un ancien résident. L'ascenseur le monta en silence jusqu'à l'étage du Penthouse. Il ne sortit pas ses clés, il sonna juste à la porte. La porte du vaste appartement baigné d'une lumière chaude s'ouvrit en un clin d'œil, comme si on l'attendait déjà depuis longtemps de l'autre côté. Sur le seuil se tenait Marianne sans sa gabardine, vêtue d'une fine robe de soie qui mettait en valeur son corps. « Tu es arrivée » fit-elle un pas en avant, enlaçant ses bras autour de son cou et aspirant l'odeur de son parfum, comme s'ils avaient été séparés une éternité. « Je suis arrivée. » Richard posa sa valise à terre, l'enlaça par la taille et ferma la porte du pied. Le masque de mari parfait et distant qu'il portait à la maison s'évapora sans laisser de traces. Là, il était vivant, vrai, passionné. Je mourrais d'envie de te voir. Le matin accueillit Alice avec un lourd mal de tête à fendre le crâne. Elle avait dormi sur le canapé étroit de la cuisine, le seul endroit sec de l'appartement. Se levant avec difficulté, elle alluma la cafetière. Le programme de la journée était chargé. Aller à l'hôpital voir sa mère, lui apporter un bouillon, puis l'école, commencer à entraîner les enfants pour le concours. La vie exigeait de l'action sans laisser de place au tourment. Elle était en train de verser le café bouillant dans la tasse quand son téléphone vibra sur la table. Richard brillait sur l'écran. Alice se raidit. À l'intérieur, tout se resserra en un nœud glacé. Elle respira profondément, mit sur son visage une armure invisible et répondit « Allô. Bonjour, mon amour. » La voix de son mari sortait de l'haut-parleur comme un flux tiède et velouté. Il y avait en elle tant de fausses préoccupations que pendant une seconde, elle ressentit un malaise physique. « Comment vas-tu? Tu as bien dormi? » Normalement, répondit-elle en se retenant pour que sa voix ne tremble pas. « Tu me manques déjà, continua Richard et en fond, Alice entendit distinctement le tintement d'une tasse heurtant la soucoupe. Porcelaine fine. Et en y repensant, dans les hôtels, on utilise généralement de la vaisselle épaisse. Les réunions ici sont folles, mais je vais essayer de me libérer plus tôt. Je vais t'apporter un cadeau, quelque chose de spécial. En entendant ce ton calme et affectueux, Alice se surprit un instant à une pensée terrifiante. Et si elle devenait folle, et si Ellie s'était trompée? Et si à l'aéroport tout n'avait été qu'une impression due à la mauvaise nuit et au stress? Le conflit en elle la déchirait en morceaux. L'homme au téléphone sonnait comme un mari amoureux, mais à l'intérieur d'Alice, la femme savait déjà. Ce mariage était condamné. D'accord, j'attendrai. Bonne chance au travail, dit-elle doucement et raccrocha en regardant les touches de son propre piano. La courte pause déjeuner fut toujours pour Alice un moment de silence très attendu. Les élèves s'étaient dispersés. La salle sentait l'ambre et le vieux bois. Elle venait à peine de prendre son thé froid quand l'écran de son portable s'éclaira avec un appel. Le numéro était celui de la banque où elle et Richard avaient leur prêt immobilier. L'opératrice parlait avec des phrases apprises par cœur, mais le sens de ce qu'elle disait ne parvint à Alice qu'après un moment. « Nous devons vous rappeler le retard de votre mensualité de crédit. La dette s'élève déjà à près de 2 mois. Il doit y avoir une erreur. » Alice se frotta nerveusement la tempe, convaincue que ce n'était qu'une défaillance du système. Les finances de la famille étaient traditionnellement gérées par son mari. Sa rigueur dans ces choses-là frôlait la manie. Nous avons toujours payé à temps. En raccrochant, après quelques excuses sèches et la demande de clarification de la situation,
elle ouvrit pour la première fois depuis longtemps l'application de la banque. Elle avait accès au compte joint, mais ne l'utilisait presque jamais. L'écran chargea et les chiffres du solde la firent retenir sa respiration. Le compte était pratiquement vide. Au lieu de la réserve habituelle, l'historique montrait des lacunes, 3 gros virements effectués au cours des derniers mois. Le bénéficiaire était caché derrière des initiales sans visage qui ne correspondaient à aucun ami ni parent. Le soir, lorsqu'elle réussit enfin à parler à son mari, Alice lui posa la question directement. Son cœur battait la chamade, mais la voix de Richard sortit étonnamment sereine. « Lise, mais pourquoi paniques-tu sans raison ?» Dans son intonation transparaissait une légère lassitude, presque condescendante. « C'est une dépense de travail. Il y a eu un problème avec des fournisseurs. J'ai dû le couvrir de ma poche. Le service financier de l'entreprise rembourse tout avant la fin de semaine et je liquiderai le crédit. Ne rumine pas ça. » Sa confiance inébranlable fonctionna comme un calmant. Lise expira en se forçant à croire. Elle voulait trop y croire. Malgré tout, un minuscule ver de doute avait déjà ouvert une brèche dans sa défense et l'inquiétude installée en elle trouva bientôt une forme concrète. L'humidité dans l'appartement inondé fit son œuvre. Les plombiers qu'elle appela, voyant l'ampleur des dégâts, rendirent un verdict décourageant. L'eau était entrée dans les boîtiers de distribution. Il était nécessaire de changer complètement une partie du câblage, ce qui doublait presque le budget des travaux. Il n'y avait plus d'économie. Attendre le mythique remboursement de l'entreprise de son mari, Alice ne pouvait pas. Vivre dans un appartement avec des courts-circuits aux prises devenait dangereux et pour boucler les fins de mois, elle commença à donner des cours particuliers supplémentaires. Désormais, ses nuits et week-ends étaient faits de trajets fatigants dans des bus bondés d'un bout à l'autre de la ville. Alice mangeait à la hâte une empanada froide debout, se recroquevillait dans le vent mordant des arrêts et passait des heures dans des salons étrangers et exigus, écoutant des doigts incertains sur des pianos de maison désaccordés. En rentrant dans son propre appartement glacé, toujours imprégné d'une odeur de plâtre humide, bien après minuit, elle avait à peine la force d'enlever ses bottes et s'effondrait littéralement sur le canapé de la cuisine, sentant ses pieds usés battre d'une manière insupportable et la tête lourde. La routine était devenue un marathon sans fin. L'épuisement s'accumulait, mais le destin ne donnait pas de répit. Comme si cela ne suffisait pas, l'état de sa mère s'aggrava soudainement. Le cardiologue responsable, le docteur Olivier, appela Alice dans son cabinet, détournant le regard, expliqua que les médicaments ne suffisaient plus. Une chirurgie complexe était nécessaire. Sur la liste du système public, l'attente est d'un an minimum, soupira le médecin. Et nous n'avons pas ce temps. Il faut faire la procédure de manière privée dans un mois. Mais si son état s'aggrave, nous devrons avancer la chirurgie dès qu'une opportunité sera disponible. Et la somme que le chirurgien mentionna sonna comme une sentence. Ce fut juste à cet instant de désespoir étouffant qu'Ellie, qui était venue la chercher à l'hôpital, dit à voix basse, mais avec fermeté, « Je vous emmène gratuitement. Je n'accepte pas de discussion. Je parcours la ville entière toute la journée de toute façon, et ça ne me coûte presque rien. Et vous avez besoin de garder des forces. » Elle tenta de le refuser, honteuse de tant de générosité de la part d'une personne qu'elle connaissait à peine, mais ses jambes refusaient de la soutenir et le coût des trajets dévorait sans pitié les dernières miettes de son budget. Et Alice céda. Richard, pendant ce temps, s'éloignait encore plus. Les appels se firent rares et aux demandes de lancer un appel vidéo, il répondait toujours par un refus irrité, accusant l'horrible connexion Internet de l'hôtel. Et quand Alice demandait timidement de voir la vue de la fenêtre ou la chambre, son mari changeait de sujet instantanément. Le sentiment de catastrophe imminente augmenta après un appel de sa belle-mère. Madame Mercier, sans plus attendre, insista pour une visite de sa belle-fille, pendant le café, agit de manière étrangement agitée. Elle laissait tomber la petite cuillère sans cesse, détournait le regard et revenait sans arrêt au même sujet. « Lise, Richard arrive ponctuellement jeudi ou vendredi et tu vas le chercher à l'aéroport. » En recevant un oui, la belle-mère pâlit et commença à arranger la nappe nerveusement. Se préparant déjà à partir, Alice entra dans le couloir et s'arrêta net. À côté du placard encastré, à moitié caché par un manteau, se trouvait une valise féminine chère,
d'un rouge vif, complètement hors du style de la conservatrice Madame Mercier. Celle-là, c'est ma voisine du dessous qui m'a demandé de la garder quelques jours. Ils sont en travaux là-bas, lâcha la belle-mère trop précipitamment, une octave au-dessus de la normale, mais le regard d'Alice avait déjà attrapé l'étiquette blanche de bagages sur la poignée. Les lettres majuscules formaient ce nom, Marianne, le même. Et dans la tête d'Alice, ce fut comme si un interrupteur invisible s'était allumé. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais il n'y avait pas encore de preuves, seulement une succession de coïncidences terrifiantes. Le lendemain, Ellie emmena sa fille à la première audition. Maëlle, 12 ans, réservée et timide, s'assit à l'instrument, mais il suffit que ses doigts touchent les touches pour que la tension disparaisse. La petite fille jouait par instinct, avec une compréhension profonde et rien d'infantile de la musique. Elle avait une bonne oreille et ce don rare de naissance, impossible à développer seulement avec l'entraînement. Alice le comprit. Maëlle était son opportunité non seulement de sauver quelqu'un, mais de se sauver elle-même aussi. Les cours étaient gratuits. Entre les deux familles blessées, une confiance fragile mais chaleureuse commença à naître. Ellie ne posait aucune question, mais apparaissait toujours à proximité avec un café chaud, juste au moment où Alice était sur le point de s'effondrer de fatigue. Un peu plus tard, en fin d'après-midi, en attendant Maëlle après le cours, il regarda Alice pensivement. « Votre mari voyage toujours dans la même ville ? » ?»« Oui, presque tous les mois. » »« Pourquoi cette question ?» Ellie fronça les sourcils, choisissant ses mots. « Ça doit être une coïncidence, mais depuis plus d'1 mois, j'emmène régulièrement une femme à l'aéroport sur les mêmes vols et elle demande à chaque fois de me garer à 2 pâtés de maison de chez elle, comme si elle se cachait. Et son nom est Marianne. » La raison d'Alice criait, exigeant de nier l'évidence. Allez, les coïncidences arrivent. Mais son corps réagit autrement. Ses mains se couvrirent d'une sueur glacée. L'effondrement arriva à la fin de la semaine. Une inspection inopinée de la part du ministère de la Culture arriva. Rapport, paperasse, formulaire. Tout s'effondra d'un coup, comme une boule de neige. À cause des gardes constantes au chevet de sa mère, Alice était terriblement en retard sur la paperasse. Le directeur, détournant le regard, l'avertit sèchement qu'une autre erreur et il ne pourrait pas la sauver du licenciement. À la maison, le câblage abîmé par l'eau lâcha d'un coup. D'abord la machine à laver tomba en panne. Le lendemain, le réfrigérateur commença à fuir. Avec le manque chronique de sommeil, la faim et un stress monstrueux, son organisme s'éteignit simplement, en plein milieu d'un cours, en analysant une partition, Alice s'évanouit. Les élèves crièrent, appelèrent l'ambulance. Ellie, qui était venue chercher sa fille, fut le premier à entrer dans la salle. Et tandis que les médecins réanimaient Alice, il prit pour lui, en silence, toute sa vie. Il ramena Madame Duval chez elle, acheta le médicament prescrit, approvisionna en provision la partie de la cuisine qui fonctionnait encore. Allongée sur le canapé avec une serviette mouillée sur le front, Alice comprit une terrible vérité. Cet homme étrange prenait soin d'elle comme son propre mari ne l'avait jamais fait. Et comme pour confirmer sa pensée, le soir, un court message de Richard arriva. Aucun appel, aucune question sur sa santé, juste un texte sec. Le voyage est prolongé de 2 semaines. Débrouille-toi pour l'instant. Les fondations du mariage qu'Alice avait si désespérément tenté de maintenir s'effondrèrent en poussière. Pendant ce temps, loin de l'appartement froid et imprégné d'odeurs de médecine, une vie complètement différente se déroulait. Marianne sortit de la salle de bain, cachant quelque chose dans ses mains. Ses yeux brillaient de larmes. Elle s'approcha de Richard, assis au bord du grand lit, et ouvrit les doigts. Sur le plastique blanc du test, 2 lignes rouges se distinguaient clairement. Richard resta immobile. Pendant 1 seconde, il regarda le test, puis se leva lentement et serra son amante contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Il ne manque plus beaucoup de temps, murmura-t-il. Et dans sa voix, il y avait une vraie tendresse. Bientôt, j'arrangerai tout avec Lise. Nous mettrons l'appartement en vente et alors enfin, nous vivrons comme une seule famille, notre famille. » Une nuit sans sommeil transforma Alice en une corde tendue. L'appel du matin de l'hôpital ne fit qu'augmenter la tension.
Les examens révélèrent une complication. La chirurgie ne pouvait plus être repoussée, de sorte que si dans les 3 prochains jours les documents n'étaient pas réunis et la compte payée, la place serait perdue définitivement. Sa vie devint un triangle démentiel. École, hôpital, maison. À cause des absences, Monsieur Georges prit une décision difficile mais attendue. Alice fut écartée de la préparation des 2 meilleurs élèves pour le concours d'État. Sa carrière, le seul endroit où elle se sentait utile, s'écroulait sous ses yeux. La nuit, dans la voiture chaude d'Élie, elle dit avec fermeté, « Je vais préparer Maëlle en dehors du concours. Je vais prouver à tout le monde, et avant tout à moi-même, que je suis encore capable de quelque chose. » Et ces 3 jours se fondirent pour elle en un unique tourbillon salvateur de tâches. Alice se réveillait avant le lever du soleil. Elle s'enveloppait dans un pull en laine dans la cuisine froide, buvait un café fort et allait à l'hôpital. Voir les forces de sa mère revenir peu à peu après la chirurgie était la meilleure des médecines. Pendant la journée, elle s'immergeait pleinement dans le travail. Elle et Maëlle s'enfermaient dans la salle et pendant des heures polissaient chaque note, oubliant le déjeuner et la fatigue. Rentrant le soir dans l'appartement imprégné d'humidité, Alice faisait la vaisselle automatiquement, essuyait les flaques du réfrigérateur qui fuyaient et tombait presque aussitôt dans un sommeil profond et sans rêve. Il commença à sembler que, enfin, elle reprenait le contrôle de sa propre vie, érigeant autour d'elle une solide muraille de protection, et 3 jours plus tard, la clé tourna dans la serrure de l'appartement. Sur le seuil se tenait Richard. Il avait l'air reposé. Dans ses mains, un énorme bouquet de ses roses préférées et un sac avec un parfum cher du duty-free. Le mari déposa les affaires, s'approcha de sa femme bouche bée et l'embrassa fortement, comme si rien ne s'était passé. Comme j'avais envie de te voir, riait-il en racontant des histoires amusantes du voyage et la regardait dans les yeux en proposant de passer le week-end à la campagne. Richard marchait dans la cuisine avec des airs de propriétaire, enlevant sa cravate et retroussant les manches de sa chemise immaculée. Il fouillait avec acharnement dans les sacs, posant sur la table ses bonbons préférés, du fromage cher et une bouteille de vin. Pendant qu'Alice restait debout, lente, appuyée contre le cadre de la porte, son mari s'affairait déjà avec aisance au comptoir. D'un geste habituel, il alluma la bouilloire, attrapa un citron et les tasses du couple qui prenaient la poussière dans le placard depuis 6 mois. Soudain, la maison fut remplie d'arômes oubliés d'une vie de famille normale, d'agitation et d'une sécurité masculine enveloppante. La chaleur de la tasse de thé que Richard lui posa délicatement sur les doigts glacés lui coula lentement le long du corps, émoussant traîtreusement l'inquiétude latente. Il jouait son rôle avec brio, si impeccablement que pendant quelques heures, l'Alice fatiguée et épuisée le crut presque, se permettant d'oublier la valise, les virements et les paroles d'Élie. Mais comme il s'avéra, ce château de cartes ne pouvait pas tenir longtemps. La nuit descendit sur la ville comme une couverture étouffante et lourde. Alice ouvrit les yeux soudainement, arrachée d'un sommeil agité par un sentiment inexplicable d'alarme. Le drap du côté de son mari était froid. Elle se leva sans faire de bruit, mit sa robe de chambre et fit un pas vers le couloir. De la cuisine venait une étroite bande de lumière faible. En s'approchant, Alice entendit une voix basse, presque un murmure. « Je te l'ai déjà dit, il faut attendre. Tu précipites trop les choses. » Une planche du plancher grinça. En entendant le bruit, Richard se retourna instantanément et ses doigts serrèrent nerveusement le téléphone portable. Le pouce, dans un mouvement automatique, mit fin à l'appel. Dans la lumière faible de la hotte, son visage, pendant une seconde, parut étrange, prédateur, mais l'instant d'après, le masque de calme habituel revint. Le bureau, lâcha-t-il en rangeant le portable dans la poche de son pyjama. Au petit matin, la voix d'Alice sortit d'une manière artificiellement sereine. Il y a eu un problème avec la succursale et là-bas, l'usage est différent. Richard répondit trop vite, trop lisse et préparé. Il s'approcha d'elle et tenta de l'embrasser sur les épaules. Allons dormir. Demain est une journée difficile. Alice se laissa emmener dans la chambre, mais jusqu'au matin, elle ne ferma pas l'œil. Les excuses de son mari ne tenaient plus. Elle s'effritait, laissant apparaître la structure déformée du mensonge. Le matin, laissant Richard se préparer pour le travail, Alice se rendit chez sa belle-mère. La veille,
Madame Mercier s'était plainte de sa tension et sa belle-fille, par habitude de prendre soin de tout le monde sauf d'elle-même, était passée à la pharmacie pour les pilules indiquées. En montant, elle tendit la main vers la sonnette, mais son bras s'arrêta en l'air. La porte était entr'ouverte. Apparemment, la serrure s'était de nouveau bloquée, comme cela arrivait parfois. Du fond du couloir vint un rire féminin, aigu et insouciant, qui donna des frissons à Alice. Elle recula d'un demi-pas par instinct, sur le point de sonner quand même, et soudain elle entendit un timbre grave et douloureusement familier. « Tiens encore un peu. On arrange tout. » La voix de Richard, qui, selon ses propres dires au café, était parti très tôt pour une réunion importante, sonnait douce et insinuante. « Richard, mais jusqu'à quand devrais-je attendre » grommela, boudeuse, l'interlocutrice invisible. « J'en ai marre de cette vie cachée, de coin en coin, d'appartement en appartement. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre moyen. Elle ne sait encore rien et il faut tout bien préparer. » Le monde autour d'Alice se rétrécit à la taille de ce palier. L'air devint dense, lui égratignant la gorge. Elle resta immobile, incapable de partir ou d'entrer chez elle. Un instant plus tard, des pas résonnèrent dans le couloir et la porte s'ouvrit davantage. Sur le seuil apparut Madame Mercier. En voyant sa belle-fille, la femme pâlit comme si elle avait vu un fantôme. « Lise, pourquoi n'as-tu pas prévenu que tu venais ?» La voix de sa belle-mère se brisa en un falsetto plaintif. Prise de panique, elle fit un pas en avant, poussant pratiquement Alice en arrière sur le palier et cachant la vue de son propre corps. Mais ce bref instant fut suffisant. Derrière le dos de l'hôtesse terrifiée, dans le coin du couloir, Alice vit clairement la pointe de cette même valise rouge. À côté d'elle, une paire de chaussures féminines à talons hauts. « J'ai apporté les médicaments, » dit la belle-fille d'une voix de bois, fourrant le sac dans les mains tremblantes de la femme. « Je ne vais pas déranger vos visites. » Le soir à la maison, Richard agit de manière impeccable. Il s'enquit de la santé de sa mère, voulut savoir des choses de l'école et en plus appela un technicien qui répara le réfrigérateur et laissa le câblage dans un état plus ou moins sûr. De plus, Richard organisa le dîner, arrangeant soigneusement les plats sur la table de la cuisine et sortit même des serviettes en tissu propre. Alice ne faisait que s'étonner. Pendant que son mari coupait le pain avec soin et lui servait du thé chaud, son visage irradiait une compassion parfaite, presque vernie. Il la regardait attentivement dans les yeux, hochait la tête consternée au bon moment et lui couvrait délicatement les doigts froids de sa main chaude. Chacun de ses mouvements était calculé au millimètre. Le mari idéal, compréhensif, après une journée difficile. Mais Alice, en regardant ses mains connues, ne ressentait qu'une répulsion grandissante. Elle soutenait ce théâtre en répondant par monosyllabes. Elle n'avait plus besoin d'explications pathétiques ni d'excuses ridicules. Elle avait besoin de la vérité, aussi destructrice fût-elle. Et pour ne pas devenir folle avec les pensées qui la rongeaient, Alice se plongea entièrement dans le travail. Préparer Maëlle pour le concours d'État devint sa bouée de sauvetage. Le vieux piano, aux touches jaunies par le temps, gémissait sous les doigts de la petite fille. La tension flottait dans l'air comme un nuage dense. Maëlle, non. Alice frappa de la paume sur le couvercle de l'instrument, coupant l'exécution entrecoupée. Tu joues Rachmaninoff comme si tu tapais à l'ordinateur. Il faut de la douleur ici, tu comprends? De la profondeur. Le legato doit couler comme de l'eau et toi, tu coupes le son. La petite fille respirait difficilement. Une goutte de sueur lui coula sur la tempe. Elles étaient depuis 4 heures dans l'école vide. Maître Alice, mes doigts me font mal, se plaignit la petite fille à voix basse en se frottant le poignet. Alice se retint, regarda les petites mains rouges de la fillette et réalisa soudain qu'elle déchargeait sur cette créature talentueuse et sans défense sa propre agonie intérieure. Pardon, ma puce, embrassa-t-elle affectueusement son élève par les épaules, sentant son cœur se serrer à l'intérieur. Je crois que je te mets trop de pression. On va faire une pause pour un thé. Tu es une enfant incroyable et tout va bien se passer. Les jours de repos, Ellie les attendait toujours toutes les deux dans le couloir, ajustant exprès les horaires de l'atelier à ceux de sa fille.
Il ne se mêlait pas du processus, se contentant d'apporter discrètement dans la salle un thermos de thé à la camomille et des sandwichs faits maison, jetant à Alice des regards longs remplis d'une tendresse cachée qu'elle s'efforçait de ne pas remarquer. Mais le coup le plus inattendu, le destin le garda pour la fin de la semaine. En arrivant au centre de cardiologie pour voir sa mère, Alice descendit à la cafétéria de l'hôpital pour prendre de l'eau. Dans la file, devant elle, se tenait un homme maigre à la barbe blanche bien taillée. Il se retourna et elle reconnut le docteur Vincent, le gynécologue de la clinique où, de nombreuses années auparavant, elle avait suivi un traitement après avoir perdu sa grossesse. Le vieux médecin, retraité depuis longtemps, reconnut également son ancienne patiente. Ils s'assirent à une table. Après les questions de routine sur la santé, le docteur Vincent s'assombrit soudainement. Ses doigts froissèrent nerveusement une serviette en papier. Alice, ces jours-ci, j'ai rencontré Nadia, l'infirmière de mon ancien service, et nous avons fini par nous souvenir de votre cas. Vous savez? Je suis d'une autre époque et ce péché ne me laisse pas en paix depuis de nombreuses années. Après ma retraite, avec du temps libre pour réfléchir, je n'ai plus jamais pu vivre avec cette culpabilité en silence. Alice fronça les sourcils. Quel péché? De quoi parlez-vous? Le docteur Vincent soupira lourdement, sans le courage de lever le regard. Quand vous avez perdu le bébé, vos examens étaient mauvais, mais pas critiques. La probabilité de retomber enceinte était de 60%. Avec le bon traitement hormonal, sauf que votre mari est venu à mon cabinet. Les mots du médecin lui parvenaient comme à travers un mur d'eau. Richard m'a convaincu que votre tête ne tenait qu'à un fil, que tout faux espoir vous tuerait s'il y avait une nouvelle perte. Il m'a pratiquement supplié de lui donner un diagnostic d'infertilité quasi totale. Il a dit que ce serait plus facile pour votre famille de se résigner et de passer à autre chose. Et moi, vieux fou, j'ai cédé. Le monde autour cessa d'exister. Le murmure de la cafétéria se fondit en un seul bourdonnement. Le médecin continuait de dire quelque chose, demandant pardon, expliquant que Nadia, à l'époque, avait entendu sans le vouloir une conversation téléphonique de Richard dans le couloir et qu'en réalité son mari ne voulait pas d'enfant parce qu'à cette époque il avait déjà une autre femme et qu'un enfant l'attacherait pour toujours à la famille. Mais Alice n'écoutait déjà plus rien. Elle ne se souvenait pas comment elle était sortie de l'hôpital ni comment elle était rentrée chez elle. On lui avait retiré non seulement la possibilité d'être mère, on lui avait retiré le droit de choisir. La personne en qui elle avait une confiance illimitée, avec sang-froid, lui avait arraché de la vie ce qu'elle avait de plus sacré, juste pour que cela lui soit plus commode de maintenir une liaison parallèle. Des années à se culpabiliser, des larmes au petit matin, des prières dans des églises vides. Tout cela avait été orchestré par son propre mari. À l'intérieur d'Alice, quelque chose se brisa avec un claquement assourdissant et à l'endroit de cette fissure commença soudainement à grandir un vide où il ne restait de place ni pour l'amour ni pour le doute. Cette nuit-là, elle la passa à la table de la cuisine. Devant elle, comme des preuves lors d'un procès, se trouvaient les extraits de comptes vides, le devis des travaux de l'appartement inondé, les diagnostics médicaux de sa mère, juste au centre, une photo de mariage. Sur celle-ci, Richard, jeune et souriant, lui tenait la main fermement, la regardait avec adoration, et là se trouvait Alice, regardant ce morceau de papier brillant, comprenant qu'elle n'avait pas la moindre idée à quel moment exact ce jeune homme amoureux s'était transformé en un monstre qui, de manière calculée, détruisit sa vie. Elle ne pleura pas, les larmes lui étaient taries. Il ne restait que la détermination de mettre un point final et définitif à cette histoire. Le matin, son mari entra dans la cuisine en sentant l'après-rasage cher. En nouant sa cravate, il se pencha par habitude pour l'embrasser sur la joue. « Je reviens plus tôt aujourd'hui. On commande des sushis, dit-il avec un léger sourire. Alice ne recula pas. Elle le regarda simplement dans les yeux avec sérénité. Il vaudrait mieux que nous parlions ce soir. Son ton uniforme, sans aucune émotion, le laissa immobile. Le sourire s'effaça de son visage. Une ombre de panique passa dans ses yeux, mais Richard se ressaisit vite. Bien sûr, Lise, comme tu voudras. Pendant la journée, Ellie l'aida à emmener sa mère à l'examen décisif. Le reste de la journée se fondit pour Alice en une séquence de petites tâches mécaniques qui,
d'une manière paradoxale, l'aidait à ne pas devenir folle d'inquiétude. En rentrant chez elle, elle rangeait méthodiquement les affaires pour l'hôpital, pliait des chemises de nuit douces en coton, enveloppait soigneusement les pantoufles, répartissait dans les poches de la trousse de toilette le dentifrice et les lingettes humides. Madame Duval tentait de rester animée, mais ses mains tremblaient visiblement alors qu'elle ajustait la couverture sur ses genoux. Le soir, Ellie repassa, cette fois sans prévenir, pour laisser un dîner chauffé maison dans des récipients, et réparer en silence le robinet qui fuyait dans la cuisine, que Alice ne parvenait jamais à réparer. La nuit précédant l'internement, elle la passa presque sans dormir, attentant de temps en temps à la respiration irrégulière de sa mère dans la chambre d'à côté, buvant du thé froid et nettoyant sans arrêt un comptoir déjà propre, juste pour occuper ses mains avec n'importe quoi. Le matin se leva gris et humide. Le chemin jusqu'au centre de cardiologie dans la voiture d'Ellie fut dans un silence pesant, rompu seulement par le léger bourdonnement de l'air de la voiture. Après avoir tout rempli à la réception, Alice accompagna sa mère jusqu'aux lourdes portes doubles de la salle d'opération. Elle lui serra la main sèche et froide de manière encourageante, lui promettant que tout irait bien. Alice resta dans le couloir vide, seule face à sa propre peur. L'opération dura 4 heures de tourments et lorsque le chirurgien sortit dans le couloir, retira son masque, secoua la tête, fatigué, et annonça que le danger était passé. Alice s'effondra sans force sur un banc. Elle leva les yeux et vit Ellie. Il était près de la fenêtre, serrant dans ses mains 2 petits verres en plastique avec du café. Dans son regard, il y avait un soulagement si sincère et profond, comme s'il s'agissait de l'opération de sa propre mère. Un sourire clair effleura les lèvres d'Alice. Elle réalisa soudain, avec une clarté absolue, qu'un véritable soutien était exactement cela, sans paroles grandioses, sans parfum cher et fausses promesses. Cela ressemblait à un homme fatigué, en veste usée, qui était à ses côtés quand son monde, apparemment, s'effondrait. En rentrant chez elle, Alice s'arrêta net sur le palier. Près de sa porte se tenait une jeune brune, à ses côtés une petite valise à main. C'était cette femme de l'aéroport, Marianne. La visiteuse était visiblement nerveuse, serrant dans ses mains une paire de gants en cuir. Pendant plusieurs secondes infiniment longues, les rivales se sont étudiées en silence. La première à ne pas tenir fut l'amante. « Pardon, vous êtes Alice ?» Alice fit un bref signe de tête sans sortir ses clés. Marianne déglutit et les mots suivants mirent tout sens dessus-dessous. « Richard disait que vous étiez séparés depuis longtemps. Il disait qu'il n'y avait qu'un problème de partage des biens et que c'est pour ça que vous figuriez encore comme mariés. » Alice sentit le reste de l'adrénaline quitter son sang. Elle, en silence, inséra la clé, tourna la serrure et ouvrit la porte en grand. « Entrez. Je crois que c'est une affaire pour un thé. » La conversation dans la cuisine dura près de 2 heures. Elles ne crièrent pas, ne s'accusèrent pas. Ce fut un processus terrifiant dans sa banalité, celui de croiser les faits. Et la chronologie de la trahison s'assemblait en un tableau effrayant. La liaison durait presque 4 ans. Les prétendus voyages d'affaires de Richard étaient une fiction. Il louait un grand appartement au centre, où il vivait avec Marianne pendant des jours, jouant le rôle du petit ami dévoué. L'argent, tiré du compte de crédit de la famille d'Alice, avait servi à payer ce loyer, des voyages à la plage et l'achat d'équipements pour le salon de beauté que Marianne était en train d'ouvrir. Mais le coût principal fut autre. « Je suis enceinte. » L'amante couvrit son ventre de la main par instinct. Sur son visage coulait du mascara et des larmes. Il jurait qu'à la naissance du bébé, il déménagerait chez moi et nous nous marierions. Et hier, j'ai trouvé dans sa veste les reçus de paiement de ton appartement et j'ai compris. Pendant tout ce temps, il nous a menti à toutes les deux. Alice resta immobile. Elle regardait la femme qui pleurait, brisée, devant elle et ne ressentait aucune haine, seulement une profonde tristesse sans fond. Toutes deux n'avaient été que des pions sur l'échiquier d'un manipulateur habile. La serrure de la porte d'entrée claqua. Dans le couloir résonnèrent des pas rassurés. « Lise, je suis arrivée. » Richard entra dans la cuisine en enlevant sa cravate d'un mouvement et s'arrêta net, comme s'il avait heurté un mur de béton invisible. Son regard passa de sa femme sereine et glaciale à son amante effondrée en larmes.
Pendant quelques secondes infiniment longues, un silence mortel flotta dans l'air et 1 minute plus tard, le spectacle d'un seul acteur commença. Au début, Richard tenta de tout nier, assurant que Marianne était une cliente folle. Voyant l'absurdité de la situation, il passa à l'attaque, accusant l'amante de l'avoir poursuivi, de l'avoir fait chanter. Lise, tout cela est une erreur, une chose passagère, une liaison sans aucune signification, déclara-t-il en tentant de lui prendre les mains. Je n'aime que toi. Alice retira ses mains avec répulsion. Voyant que les suppliques se heurtaient à un mur d'indifférence, le visage de son mari se tordit en une grimace de rage. Idiote, qui va vouloir de toi avec tes élèves misérables, cracha-t-il en se levant. Sans moi, tu vas pourrir dans la misère. Je vais te laisser sans un sou. Je garde l'appartement à cause des dettes. Tu vas te retrouver à la rue. Marianne, sous le choc, se recroquevilla sur la chaise en se couvrant le visage de ses mains, mais Alice ne bougea pas. Elle se leva lentement, regardant à travers l'homme avec qui elle avait partagé sa vie pendant près de 30 ans et prononça une seule phrase, « Le pire, tu me l'as fait il y a de nombreuses années dans le cabinet du docteur Vincent. » Cette courte réplique agit comme un coup de feu à bout portant. Richard tituba, ses épaules s'affaissèrent instantanément. Il comprit que le secret le plus important, le plus sale, avait été révélé. Sans dire un mot de plus, il détourna le regard, se retourna et quitta l'appartement. Le divorce fut long et sale, mais il apporta des résultats inattendus. Lors de l'analyse des comptes, l'avocat d'Alice découvrit que Richard, utilisant une procuration, avait contracté plusieurs prêts personnels de grande valeur, affirmant que c'était pour les besoins de la famille, mais l'argent avait depuis longtemps été dépensé dans une vie luxueuse avec l'amante. La justice, après avoir examiné les extraits et les témoignages des témoins, se rangea du côté d'Alice. Les dettes contractées pour financer la vie secrète furent reconnues comme des obligations personnelles de l'ex-mari. Et finalement, après le partage des biens, Richard se retrouva non seulement sans l'appartement, mais avec des charges financières colossales. Marianne disparut de sa vie cette même nuit. Comprenant que son homme idéal n'était qu'un menteur maladif, elle changea de numéro et partit pour sa ville natale, à l'intérieur des terres, chez ses parents. Se retrouvant les mains vides, ayant perdu les 2 femmes et la stabilité financière, Richard tenta de reconquérir Alice. Il dormait dans sa voiture sous sa fenêtre, remplissait la boîte aux lettres de repentir, envoyait des livreurs avec des fleurs, mais la porte de son appartement resta fermée pour lui pour toujours. La vie d'Alice, nettoyée du mensonge toxique, commença à s'épanouir. Maëlle se présenta brillamment au concours d'État, remportant le grand prix. Cette réussite aida Alice à gagner un appel d'offres municipal pour le développement de l'école de musique. Monsieur Georges, avec fierté, la nomma coordinatrice d'un nouveau groupe spécial pour enfants talentueux. Sa mère se rétablit bien après la rééducation et se consacrait maintenant avec plaisir à l'entretien des violettes sur le rebord de la fenêtre de l'appartement rénové et lumineux. La pression du crédit s'allégeait peu à peu grâce à l'augmentation des revenus d'Alice, mais le changement principal se produisit à l'intérieur. Elle n'essayait plus de sauver ceux qui ne le méritaient pas. Elle laissa les autres la sauver. Presque un an s'écoula. Un jour de printemps extraordinaire se leva, doux, baigné de soleil. L'air sentait la terre mouillée et l'asphalte fraîchement lavé par la pluie. Alice, vêtue d'un léger manteau, sortit de l'immeuble et descendit les marches. Près du trottoir, une berline argentée familière se gara doucement. La porte s'ouvrit. Au volant se trouvait Ellie. Les petites rides autour de ses yeux s'étaient approfondies, mais son regard restait aussi chaleureux et ferme. Maintenant, à son annulaire brillait mat une alliance en or identique à celle d'Alice. Il se pencha vers la fenêtre du passager et un sourire espiègle effleura ses lèvres, le même qu'elle avait vu le jour de cette rencontre étrange et décisive. À l'aéroport, mademoiselle, demanda-t-il, taquin. Alice rit, sincère, libre, à l'aise. Elle s'assit sur le siège avant, posa sa main sur la sienne qui reposait sur le levier de vitesse et répondit à voix basse, « Non, aujourd'hui je ne vais nulle part en avion. Allons à la maison de campagne. Maëlle nous attend pour un concert. » La voiture démarra doucement, les emportant tous deux loin du passé, vers la musique et une vie où il n'y avait plus de fausses notes.